bien le bonjour, bienvenue. Mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Comme d'habitude, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires paranormales. Sur ce, mes petites pépites, je vous propose qu'on ne perd pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Assalamu alaikum, Cam, alaikum salam. J'espère que toi et ta petite famille vous vous portez bien. Bien, merci. Je t'envoie cette petite histoire qui m'est arrivée il y a de cela un peu plus de 2 ans. Pour te poser un petit peu les bases, je suis en couple avec un jeune homme dont le métier est agent de sécurité incendie. Son travail consiste à surveiller des sites à risque comme des écoles, des hôpitaux et des sites historiques même parfois. Il faut savoir que le fameux site en question est un site un peu particulier. Initialement, c'était un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus simple, jusqu'à très peu de temps. Il ne nécessitait que d'un simple agent de sécurité incendie. Il y a pas si longtemps que ça, des fouilles archéologiques ont été trouvées dans les étages les plus bas du bâtiment, les rendant interdits au public et même aux agents de sécurité. Ce qui était initialement qu'un simple bâtiment est donc devenu un site historique où la sécurité relève maintenant de l'État. Avant que tout cela ne se mette en place, mon mari y faisait encore la sécurité. Et dans les derniers jours qui lui avaient été donnés là-bas, il m'a proposé de me faire visiter les étages encore ouverts au public. Passionné d'histoires paranormales, d'urbex et de ce genre de choses, j'ai tout de suite accepté. Et c'est comme cela qu'un soir, je me suis retrouvée à vadrouiller avec lui dans les étages de ce bâtiment. C'était particulier car de par la hauteur de celui-ci, j'ai pu voir l'étendue de la ville, de nuit, et les lumières qui rendaient tout cela magique. Il me racontait des histoires sur le lieu, la ville, les alentours, et je t'avoue avoir laissé totalement mes craintes de côté tellement c'était paisible. Des heures durant lesquelles je l'accompagne dans ses rondes et nous discutions de tout et de rien. Et enfin, quand les heures les plus sombres de la nuit sonnent, il m'annonce devoir faire une ronde des étages inférieurs. Ceux qui sont juste au-dessus des fouilles et qui nécessitent toujours d'être surveillés. La soirée avait été paisible et agréable à ses côtés, alors j'accepte et je me mets à le suivre. On passe un premier sous-sol, rien de spécial à déclarer. Alors je me dis que ça va le faire. Le bâtiment date de plusieurs années maintenant et certains endroits sont clairement à l'abandon. Là, c'était complètement le cas. On marche sur des planches qui tremblent et d'autres qui tanguent. On rigole, on se chamaille et arrivé derrière la porte du 2e sous-sol, je sens que quelque chose dans l'air change. Je la sens devenir très lourde, difficile à prendre et je commence à me sentir mal. Je ne dis rien et continue de suivre mon compagnon. Il descend un escalier et je me mets à le suivre. De là, mes jambes deviennent lourdes, très lourdes, et je descends un pas après l'autre, très lentement. Entre l'air et ce poids sur mes jambes, j'ai l'impression d'être retenue par quelque chose ou quelqu'un, et la sensation est très désagréable. Cependant, je persévère et me dis que c'est moi et que je dois avoir juste très chaud ou autre. J'avoue avoir voulu trouver une explication à tout cela parce que sur le coup, je me suis vue paniquer et je ne voulais pas faire du souci à mon mari. Enfin bon, je le suis et arrivé en bas des escaliers, je trébuche et me rattrape à lui. Je me mets à rire légèrement pour détourner son attention et il me dit que je suis très pâle. Je fais mine de rien et lui souris avant d'entrer dans ce fameux 2e sous-sol. Il se remet à marcher devant moi en me jetant un coup d'œil de temps à autre. J'arrive à peine à respirer. J'ai l'impression que mes jambes sont en train de devenir du béton. J'ai froid et je commence à avoir les larmes aux yeux. C'était très difficile d'évoluer dans cet endroit et à force je me sentais devenir de plus en plus bizarre. Comme si j'étais ailleurs et que mon esprit n'arrivait plus à fonctionner. J'ai trébuché plusieurs fois sur mes propres pieds et à un moment donné j'ai senti mon pantalon être tiré vers le bas. Assez fort pour qu'il descende jusqu'à mes fesses. J'ai d'abord cru à une blague de mauvais goût, mais derrière moi il n'y avait personne. On était seulement 2. Le trajet m'a semblé durer une éternité et entre les bruits de pas autres que les nôtres, les bruits de verre qui éclatent et les rires lointains, je n'ai pas noté de présence particulière. Attendez, petite pause. Au moment où j'entends des autres pas que les miens, je ne suis plus là. Je me casse.
Cette pépite nous dit entre les autres pas, les verres qui éclatent ou je sais pas quoi, et des rires lointains. Mais ça te fait pas fuir? Le trajet a pris une tournure plutôt étrange pour moi, car je me sentais partir de plus en plus et être comme spectatrice de mon propre corps. À partir de maintenant, je ne me souviens de rien et tout m'a été raconté par mon époux. Nous avons continué notre chemin jusqu'à avoir visité tout le 2e étage et arrivé devant l'ascenseur qui nous permettait de remonter, il s'est retourné vers moi et j'étais complètement blême et j'avais les lèvres bleues. Il s'est tout de suite inquiété et m'a demandé si je me sentais mal ou autre. Je n'ai pas su lui répondre et plus il essayait de me faire réagir et moins j'étais à même de pouvoir faire quoi que ce soit de mon corps. Je me suis d'ailleurs évanouie. Il m'a remonté à son bureau. Et de là, une fois revenu à moi, je refusais de lui parler. J'étais très méchante et je n'arrêtais pas de lui dire des choses extrêmement blessantes. Il me demandait si j'étais sa femme et j'ai répondu que non. Il faut savoir que je suis très sensible à ce genre de choses et que j'ai déjà eu de la sorcellerie qui a été faite à mon encontre. Cependant, j'ai été vue par un raki et il m'a expliqué que je devais faire attention à ce genre de choses et que ça pouvait être dangereux pour moi. Enfin, pour revenir à l'histoire, il a été effrayé que je lui dise que je n'étais pas sa femme et a tout de suite cherché à appeler mes parents. Il m'a enfermée dans sa voiture et a appelé mon père qui m'a récité du Coran au téléphone. Il lui a demandé de mettre du Coran dans la voiture. Je n'étais plus moi-même et face à tout ça, je ne faisais que pleurer, trembler et à chaque fois que je le voyais, je lui disais une méchanceté. Quand il a terminé son poste, environ 1 heure après, il m'a ramené à la maison où il m'a mis de l'huile coranisée sur la tête et le corps et m'a fait dormir avec du Coran. Mes parents ont pris beaucoup de nouvelles de moi après ça et ça ne s'est plus jamais reproduit. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris ce qu'il s'était passé. C'est comme si j'avais été spectatrice de mon propre corps et que je ne contrôlais plus rien. Je t'avoue que j'ai eu très peur de là où j'étais et que passer devant ce bâtiment me met maintenant dans tous mes états. Moi, tout simplement, je pense sincèrement que tu t'es fait posséder en fait. Il y a un djinn qui a pris la possession de ton corps. Alors, est-ce que c'est parce que tu as déjà eu une histoire avec un djinn et donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de te posséder? Je sais pas, à ce moment-là, tu as été fébrile ou quoi. Et du coup, encore une fois, mes pépites, je vous le dis dans beaucoup de threads, les endroits comme ça, renfermés, inhabités, obscurs, délabrés, c'est les endroits préférés des djinns, je vous le répéterai jamais assez. Du coup, à chaque fois que vous entrez dans un endroit comme ça, protégez-vous, récitez du Coran, une sourate, Ayatul Kursi. Si vous pouvez ne pas aller dans des endroits comme ça, c'est encore mieux. Mais quand vous y allez, s'il vous plaît, protégez-vous un minimum, vraiment. Ou alors, si vous savez à l'avance que vous allez aller dans un endroit comme ça, prenez de l'eau coranisée et mettez-vous des sprays sur vous, du spray d'eau coranisée. Protégez-vous un maximum comme vous pouvez. En plus, c'est un bâtiment qui a des fouilles archéologiques. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces fouilles-là, si ce sont, je sais pas, des os ou j'en sais rien, tu vois. Donc ça peut renfermer une énergie très glauque, très glauque. Mais encore une fois, ces endroits-là, ils sont pas faits pour les humains, on va dire, parce qu'ils sont déjà bien habités par les djinns. Mais vous avez vu, mes pépites, comme je vous l'ai dit dans plusieurs threads, votre corps vous dit, en fait, vous donne l'alerte que c'est pas bon, cet endroit n'est pas bon. Elle avait du mal à respirer, la pépite. Elle suffoquait, elle avait les jambes lourdes. L'ambiance a changé, l'air est devenu pesant. Vous voyez comment on ressent les choses? C'est pour ça, écoutez votre instinct. Vraiment, écoutez votre instinct. J'imagine même pas l'état de ton mari quand il t'a dit « Est-ce que tu es ma femme ?» et que tu lui as répondu « Non ». J'en ai les frissons. A'oudhou billahi minhum. Salam Cam, j'espère que tu vas bien. Je veux te raconter une histoire paranormale du bled qui m'a beaucoup touchée. Je suis d'origine turque et dans une ville en Turquie à l'époque de la guerre, un commissariat a explosé par des bombes. Il n'y a pas eu de survivants. Tous les martyrs ont été trouvés et enterrés, mais seulement 2 martyrs n'ont pas été trouvés. Le commissariat était tellement dégradé
qu'on comprenait qu'il n'était pas possible de survivre au moment de l'explosion. Et les habitants racontent qu'on peut les voir parfois dans le commissariat. Une nuit, une jeune fille qui habitait dans le même quartier allait déposer un plat chez sa voisine. Mais dans la ruelle qui menait chez elle, un homme commença à la suivre. Puis il l'a appelée. La fille ne s'est pas méfiée. Au début, l'homme touchait son épaule, puis il commençait à la tenir bien fort et à la toucher de plus en plus. La fille a commencé à paniquer et a eu l'idée de s'enfuir à l'intérieur du commissariat abandonné pour se cacher. Elle a donc directement couru à l'intérieur, mais l'homme était trop rapide et l'a rattrapée. Puis il a dit à la fille « J'avais pitié pour toi, je ne voulais plus rien faire, mais là tu m'as pris pour un con. » Puis, au moment où il s'est jeté sur elle, d'un coup, l'homme s'est retrouvé à genoux, comme si un homme invisible a mis ses mains dans son dos. Et il avait la tête qui regardait en haut. Ses yeux étaient tellement ouverts que l'on avait l'impression qu'ils allaient sortir de leur place. Puis la fille s'est tout de suite enfuie et en sortant, elle a vu un soldat devant l'entrée. Elle a couru vers lui pour dire « Aidez-moi s'il vous plaît !» Et le soldat lui a dit « Rentre chez toi, on s'en occupe », en souriant gentiment pour l'apaiser. Et elle a couru chez elle, a raconté à toute sa famille ce qu'il venait de se passer. La police est arrivée sur place, mais ils ont trouvé un homme mort. La police n'a pas cru à la fille et après une autopsie, cette dernière a révélé que l'homme était mort de crise cardiaque. Et souvent la nuit, des personnes voient 2 soldats surveillant les alentours. Mais par la suite, le commissariat a été renouvelé pour devenir un hôpital. Et donc, ils n'ont plus un endroit où vivre, je pense. Mais il y a une voisine qui versait les miettes de sa nappe dans un endroit étroit par la fenêtre de sa cuisine. Et depuis, elle se réveillait la nuit car il y avait quelqu'un qui toquait à la porte très très fort. Et elle ne voyait pas qui c'était, elle avait très peur. Puis quand elle a expliqué la situation à sa copine lui a dit que c'était sûrement les soldats qui n'étaient pas contents que tu leur verses des miettes sur la tête. Et depuis qu'elle a arrêté, il n'y a plus personne qui toque la nuit. Les soldats surveillaient pour protéger du mal les habitants de la ville. Pour leur remercier, les familles déposent chaque soir un bol d'eau et avant la prière du matin, ce dernier est vide. Ils expliquent qu'ils se servent de l'eau pour leur ablution pour faire la prière. Et ils entendent quelqu'un utiliser l'eau mais ne voient personne à part les gouttes autour quand ils veulent vérifier. Quand j'y pense, je fais des doigts pour leurs âmes. Et comme dit le prophète, les martyrs, on les pense morts, mais ils sont vivants. Qu'Allah soit satisfait de tous les martyrs. Amin. Merci ma pépite pour ton histoire. Alors, il y a plein de choses à dire. Déjà, l'histoire, elle est belle. Vraiment, enfin, il y a quand même quelqu'un qui est mort. Hein, mais bon, c'était pas forcément quelqu'un de gentil, cette personne. Donc, est-ce qu'il va nous manquer sur cette terre? Bon, personnellement, moi, je dis non. Tu vois, si ça peut éviter qu'il m'agresse un jour, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis étonnée que, en tant que musulman, vous croyez à cette légende, parce que normalement, nous, on ne croit pas aux âmes errantes. Après, qu'on me rectifie en commentaire si j'ai tort, mais il me semble que dans l'islam, on ne croit absolument pas aux âmes errantes. Nous, les âmes, elles sont dans les tombes et elles attendent le dernier jour du jugement. Et les apparitions paranormales qu'on peut observer dans le monde entier et dans les témoignages des pépites, nous, ce sont les djinns qui font ça. Mais en tout cas, l'histoire qui se raconte dans ce petit village en Turquie, elle est mignonne. Le fait que les soldats sont là pour veiller sur les habitants, je trouve ça trop mignon. Et le fait que chaque soir il y a un bol d'eau devant les maisons de ce village et que le matin il n'y ait plus d'eau. Alors est-ce que ce sont des animaux qui boivent? Franchement, j'en ai aucune idée. Après, je remets pas en question si cette fille a vraiment vécu ça, tu vois. Mais c'est peut-être une légende de village, tu vois. Il faudrait se renseigner. N'hésitez pas comme d'habitude mes pépites à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire et votre interprétation de l'histoire. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Bonjour Cam. Déjà pour me présenter, je m'appelle Noah et j'ai 15 ans. Et mon histoire s'est passée quand j'en avais environ 10. Je n'ai jamais été très intéressée par le paranormal et je n'ai jamais eu spécialement peur de ça.
Quand j'avais 10 ans, j'ai changé de chambre et je suis montée à l'étage qui était de base un grenier, mais qu'on a aménagé après avoir fait ma chambre. Les premières semaines, j'avais juste peur d'être seule ou de ne pas pouvoir fuir. Mais tout ça s'est estompé après 2 semaines. J'avais entendu beaucoup d'histoires paranormales, mais je n'y croyais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil, où je voyais très souvent une ombre, mais seulement dans mon sommeil à cette époque-là. Mais plus le temps passait, plus je la voyais dans la vraie vie. Quand j'étais seule, pendant longtemps, elle m'a fait extrêmement peur. Mais plus je la voyais, et plus je m'y faisais à sa présence. Alors j'ai commencé à parler avec cette ombre. Bien sûr, elle ne me répondait pas. Mais au moins, je me sentais moins seule dans cette chambre. J'étais heureux que l'ombre soit là finalement. Un soir où je discutais avec elle, mes parents sont montés pour m'engueuler, car ils pensaient que je parlais à mes amis sur l'ordinateur. Mes parents ont eu terriblement peur de voir que j'étais absolument seule dans ma chambre, en train de parler à quelqu'un qui n'existait pas. Après quelques mois où ils me voyaient toujours parler seule, ils ont décidé de m'envoyer faire des tests. Résultat, rien, strictement rien. Puis, ils ont décidé de m'envoyer dans un espèce d'hôpital pour me faire soigner. Mais j'ai continué à parler à cette ombre. Mais on m'en empêchait toujours dans cet hôpital. Après quelques semaines, quand ils m'ont renvoyée chez moi, j'ai totalement craqué et il s'est fait mal à son corps, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est torturé le corps. J'ai fini en pleurs et j'ai recommencé à parler à l'ombre. Les docteurs sont venus et m'ont récupérée. Je suis repartie à l'hôpital. Maintenant, ça fait presque 1 an que je suis sortie de cet hôpital et j'ai décidé de faire don de silence et de ne plus parler. J'habite avec ma tante maintenant. Ça m'arrive de revoir l'ombre, mais maintenant, je sais que c'est le mal incarné et qu'elle a détruit ma vie. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle a fait écho. En fait, elle m'a fait écho à mon histoire. Comme vous le savez ou non, j'ai vécu une histoire pareille, hein, avec une ombre que je voyais. Et moi aussi, je pensais qu'elle avait gâché ma vie, ou du moins qu'elle allait gâcher le restant de ma vie. Je pensais pas qu'un jour, que je puisse ne plus la voir. Moi aussi, je parlais avec cette ombre. En fait, on la voit tellement, elle est tellement réelle que tu peux que lui parler. Alors moi, je lui parlais pas pour lui raconter ma vie. En fait, moi, cette ombre, elle m'effrayait, mais extrêmement. Et du coup, quand je lui parlais, je lui disais surtout d'arrêter de me faire peur. Je lui disais, tu me fais pas peur, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Jusqu'à tellement cette histoire m'a traumatisée que même dans mes rêves, cette ombre était présente. Et je me rappelle, j'avais fait un rêve où une amie était venue à la maison et cette ombre avait explosé un verre contre le mur. Et j'ai dit à mon amie, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est une ombre qui fait ça, je la vois et elle sera là jusqu'à la fin de ma vie en fait, cette ombre va me hanter. Mais en fait non, Dieu merci, j'ai été exorcisée, je ne vois plus du tout cette ombre. Du coup ma pépite, c'est exactement ça ce que je te conseille, c'est de te faire exorciser, qu'on fasse appel à un Reiki pour t'aider. Tu n'es pas fou ou folle. D'ailleurs, tu m'as pas dit ton prénom, donc Noah. Mais Noah, ah si Noah, donc Noah, tu es un garçon, je crois. Tu n'es pas fou. Ton histoire a fait écho à la mienne parce que au début, tu la voyais dans ton rêve. Alors moi, au début, je l'ai pas vue dans mon rêve, je l'ai tout de suite vue en vrai, mais plus le temps passait et plus elle prenait forme, elle devenait forte et plus je voyais les détails en fait de cette ombre. Au début, c'était qu'un tout petit truc et après, voilà, la noirceur de la terre entière, elle était représentée comme ça. Et en fait, toi, pareil, au début, tu l'as vu dans tes rêves et ensuite, tu l'avais vu en vrai et ensuite, de plus en plus, elle était là et toi, comme tu es quelqu'un qui te sent seul, et ben, ça t'a fait du bien d'avoir la présence de cette ombre, même si elle te faisait peur. Ça me fait énormément de peine de savoir que tes parents, en fait, t'ont emmené dans un hôpital, t'ont emmené faire des tests pour savoir si t'étais fou ou si t'étais malade. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je pense que tes parents ne connaissent pas l'aspect paranormal et en fait, je pense que tes parents sont très cartésiens et ne croient pas du tout au paranormal. Mais ça me fait vraiment beaucoup de peine que tu aies à vivre ça et que tu aies vécu ça dans cet hôpital.
Maintenant, tu vis avec ta tante, ça veut dire que carrément l'entente avec tes parents n'est plus du tout bonne. Hein. Si tu as fini par vivre avec ta tante, c'est que je pense que qu'avec tes parents, ça se passe pas du tout bien. Ça me fait vraiment beaucoup de peine d'apprendre ça parce que moi, tu vois, Dieu merci, ma maman a pris les choses en main. Parce que ça se trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, je verrai encore cette ombre. Et ça se trouve que cette ombre m'aurait bouffé, en fait, mon quotidien. Je dormais plus, je faisais que des cauchemars. Je devenais même bizarre parce que je parlais aussi toute seule. Enfin, moi, je savais à qui je parlais, mais les gens qui me voient me trouvaient bizarre. Et puis, tu dégages quelque chose de mauvais, tu vois, quand tu vis ça pendant longtemps. Donc Dieu merci, ma mère y a mis fin en faisant appel à cet imam qui d'ailleurs ne fait plus du tout de l'orqiya, hein. Il a totalement arrêté ça. Donc ça c'est pour les pépites qui m'ont demandé son contact en DM Insta. Je peux pas vous le donner parce qu'il fait plus du tout de l'orqiya. Ça c'est une chose, mais tu vois, Dieu merci, ma mère a eu cette idée et m'a forcé en fait à avoir un imam pour mon bien en fait. Et en fait, je suis tellement triste que toi, en fait, on t'a pas pris en main. Mais il va falloir que tu te prennes en main seule et que tu ailles toi-même voir un imam qui te fasse une ruqya pour que cette ombre te laisse tranquille et te laisse vivre paisiblement et que tu puisses, si tu le souhaites, retourner vivre avec tes parents. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette histoire, parce que ça me faisait vraiment trop rappeler à la mienne et ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis que si ma mère avait pas eu, si elle m'avait pas forcé à aller voir cet imam, dans quel état je serais aujourd'hui? Est-ce que je verrais encore cette ombre? Est-ce que je la verrai plus? Pour vous dire, hier j'étais dans le noir complet dans ma chambre et tellement cette histoire, en fait, de mon histoire de l'ombre m'a choquée. Je m'imagine encore ce moment de ma vie où j'ai vécu ça et ça me traumatise encore. Alors que c'est des années et des années après. C'est pour vous dire à quel point ce moment m'a traumatisée. Vraiment m'a traumatisée. Donc, s'il te plaît, ma pépite, prends-toi en main. Va voir un raki, va voir un imam qui te fasse un exorcisme, une ruqya. S'il te plaît, toi, essaye de te protéger avec des versets du Coran, etc., etc. Je ne sais pas de quelle confession tu es, mais essaye de te protéger un maximum, de faire plein de choses qui éloignent cette ombre de toi et qui te laisse vivre paisiblement. Du coup, avec le témoignage de Noah, peut-être qu'il y a d'autres personnes sur cette terre qui voient des ombres en fait et qui se disent mais même moi je me suis dit je suis devenue folle en fait, même moi j'ai perdu une case et en fait je me suis vraiment dit ça, hein. Il me semble que quand dans ma vidéo YouTube, quand je vous raconte mon histoire, donc mon histoire paranormale, il me semble que dans la vidéo que j'ai faite il y a des années, il me semble que je vous dis qu'à cette période là j'avais l'impression d'avoir perdu une case, mais c'est totalement le cas. T'imagines, tu vois une ombre que personne ne voit, tu parles avec elle toute seule, l'ombre, enfin moi elle commençait à devenir tellement forte qu'elle allumait la télé, qu'elle bougeait les portes, etc., etc. Du coup, toi, tu sais très bien que c'est l'ombre qui le fait, mais après tu te dis, mais attends, j'ai une case en moi, je commence à devenir folle. Enfin, c'est tout plein de trucs qui font que ta vie, t'as l'impression, ça y est, elle est bousillée. Ou alors que tu vas finir en hôpital psychiatrique pour le restant de ta vie. Vraiment, vraiment. Dieu merci, mais qu'Allah nous protège de ça, mais que Dieu nous protège de ces choses-là, vraiment. Mes pépites, si vous avez des conseils à dire à Noah dans les commentaires, allez-y, bombardez les commentaires pour lui donner des conseils. Merci infiniment d'avoir écouté ce thread d'horreur jusqu'à la fin. Et merci d'avance pour tous les conseils et les commentaires que vous allez me laisser. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas fait. Alors ça, comme je dis souvent, c'est le pompon sur la Garonne. Sur ce, mes pépites, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis soit à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur ou alors à mercredi pour une vidéo random. Je vous embrasse très fort et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. About Eclipse 6-7? The kids are still asking. Death! Death comes to Skovos! Because we already have a demon named Adrian, chat. It would be redundant to name another demon named Adrian. The pools will
done with blood. All will end. Here we go. I did not come here to debate you. I came to ask for your aid. And I cannot give it. You are my oracle. You are the one I should trust